Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Voici les trois principaux titres de l'actualité de ce jeudi. Au Tchad, l'opposant historique Saleh Kebzabo devient Premier ministre. L'ancien journaliste âgé de 75 ans aujourd'hui a été nommé par Mahamat Idriss Déby, le fils du défunt chef de l'État Idriss Déby Itno et l'actuel président de la transition. Les détails de cette nomination en tout début de journal. En République démocratique du Congo, au nord Kivu, le mouvement rebelle M23 occupe la ville frontalière de Bunagana depuis le début du mois de juin 2022. Cette rébellion a provoqué de nombreux déplacements de population. Plusieurs dizaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge dans les villages voisins comme à Rumambagabo, où s'est formé un camp de déplacés qui est aujourd'hui au bord de la crise humanitaire. Et puis en France, la pénurie de carburant continue. La situation s'enlise et la grève est reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites dans le mouvement. En réponse, le gouvernement a demandé la réquisition de plusieurs raffineries pour alimenter les stations-service. Une première réquisition des personnels a été engagée sur le site Total Energy de Dunkerque pour être effective à 14h aujourd'hui. Et on ouvre cette édition avec le Tchad où la démission du Premier ministre et de son gouvernement a été rendue officielle. En effet, le Premier ministre a déposé sa démission après la prolongation de la période de transition de 2 ans à l'issue d'un dialogue national. Mahamat Idriss Déby, l'homme fort du pays, est non seulement maintenu à son poste, mais il est désormais autorisé à se présenter à la présidentielle. Il a nommé l'opposant historique Saleh Kebzabo qui devient le nouveau Premier ministre du pays. C'est une première promesse tenue pour le chef de l'État. Mahamat Déby avait déclaré lundi dernier vouloir nommer dans les tout prochains jours un gouvernement d'union nationale. Les détails sur cette nomination avec Emeric Towignon. Il était connu pour être le farouche opposant du défunt président, le maréchal Idriss Déby Itno. Depuis mercredi, Saleh Kebzabo est devenu le plus proche collaborateur du fils de l'ex-chef d'État. À 75 ans, l'ancien opposant est appelé à gérer aux côtés de ce dernier les 2 années de transition au Tchad, choisies par le général Mahamat Déby lui-même. À peine nommé Premier ministre, l'ancien journaliste compte bien œuvrer pour le respect des droits humains dans le pays, en particulier pour la liberté de la presse. Toutes les libertés soient respectées, à commencer par la liberté de la presse, qui doit fondamentalement être respectée, sans laquelle rien ne peut être fait. Les droits de l'homme, sous tous leurs aspects, les droits humains, les droits socio-économiques, les libertés autres, les droits politiques, tout cela fait partie de ce programme. Et donc on va s'y atteler avec toute notre détermination, tout notre engouement, toute notre bonne volonté et notre volonté de réussir. Dès les premières heures de la prolongation de la transition à l'issue du dialogue national et sa désignation comme président pour 2 années supplémentaires, Mahamat Déby avait aussitôt affiché sa volonté de nommer au plus vite un nouveau Premier ministre. Mardi, au lendemain de son investiture, son ancien chef du gouvernement, Albert Pahimi Padaké, a déposé sa démission. Peu de temps après, le chef de l'État porte son choix sur l'un des plus vieux routiers de la politique dans le pays. Kebzabo, tout le monde connaît son parcours. C'est quelqu'un de connu sur le plan national et sur le plan international. Et je pense que, compte tenu de son expérience, et c'est un fin politique, je pense qu'il va être un bon Premier ministre pour le Tchad et pour la transition. Saleh Kebzabo est l'un des premiers politiques à apporter son soutien au jeune Déby au lendemain de sa prise de pouvoir suite au décès de son père. Il a ensuite contribué à la signature de l'accord de paix ayant abouti à la participation de plusieurs groupes armés au dialogue national inclusif et souverain. Dialogue dont il a été l'un des acteurs clés et pendant lequel il s'est fait défenseur des mouvements politico-militaires. C'est donc un homme avisé que Kebzabo prend la tête du gouvernement tchadien. Nous allons affronter toutes ces difficultés, elles sont nombreuses. Nous l'avons vu pendant 45 jours, on les a décrites de bout en bout. J'étais à l'écoute du dialogue, j'étais à l'écoute du pré-dialogue à Doha, j'étais à l'écoute des autres pré-dialogues en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un problème en la matière que je connais et dont j'espère que je pourrai au fur et à mesure en avoir les solutions, les dérouler et les solutionner.
Au sein de la classe politique du pays, cette nomination est diversement appréciée. Pour certains, comme le chef des transformateurs, Succès Nassara, ce n'est rien d'autre qu'une récompense de son ralliement au pouvoir en place. Pour d'autres, le choix de Kep Zabo est judicieux et se lit comme une stratégie du général Déby qui pourrait profiter des connexions à l'international de son Premier ministre pour convaincre par exemple l'Union africaine d'accompagner la nouvelle transition. Du nouveau dans l'affaire des 46 militaires détenus au Mali, des informations évoquent une complication. Plusieurs soldats ne seraient pas ivoiriens mais viendraient du Libéria et de Sierra Leone. Leur témoignage aurait même été présenté au chef d'État de la sous-région intercédant dans ce dossier. Un argument balayé par de hauts responsables de Côte d'Ivoire. On écoute Amadou Koulibaly, le ministre porte-parole du gouvernement ivoirien. Ces militaires ivoiriens sont bel et bien ivoiriens. D'ailleurs, il y a un journal qui a publié la liste de tous ces 46 soldats. En dehors des pays qui disposent de légions étrangères où la loi de leur pays leur permet d'avoir des gens d'autres nationalités, dans tous les pays, je dirais, du monde, pour appartenir à l'armée, il faut être national de ce pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire exception. Il n'y a donc aucun étranger parmi nos soldats. En République démocratique du Congo, au Nord Kivu, le mouvement rebelle M23 occupe toujours la ville frontalière de Bunagana depuis le mois de juin dernier. Plusieurs dizaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge dans les villages voisins, comme à Rumangabo, un petit village où la situation humanitaire est aujourd'hui plus que critique. On fait le point sur la situation avec Valentine Exantus. Bien armés et équipés, les rebelles du mouvement M23 se sont emparés de la ville de Bunagana, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo, depuis juin dernier. Cette situation difficile a entraîné le déplacement des populations locales dans les villages voisins, notamment à Rumangabo, une localité où la situation humanitaire est aujourd'hui critique. Beaucoup de milliers de personnes qui n'ont plus accès aux soins et qui doivent passer la ligne de front pour aller par exemple jusqu'à Ruangouba pour pouvoir accéder aux soins. C'est d'avoir de nouveau, par exemple, des épidémies qu'on avait réussi à juguler dans ces centres de santé. C'est des problèmes qu'on a déjà enregistrés, des petites interventions qui maintenant provoquent des fois la mortalité chez les enfants. Un accouchement, ça devient problématique quand vous devez passer une ligne de front. En 4 mois, ce sont près de 4000 ménages qui ont trouvé un refuge dans cette localité. Le village n'accueillait pas plus de 1500 familles à l'origine. Avec cet afflux de personnes, la localité fait désormais face à de sérieux problèmes d'accès aux premiers soins. Il n'y a pas de ACT. Pour même ceux qui étaient là-dedans, ça a été volé pendant qu'on était en train de fuir. Paracétamol, c'est 0. Artésunate, c'est 0, c'est vide. Bon, j'avais des pénicillines, c'est vide, il n'y a rien. Sur 21 centres de santé, il n'en reste plus que 6 encore opérationnels dans la région. Le chef du gouvernement de Kisigari craint que la situation perdure si rien n'est fait par les autorités centrales. Et des essais cliniques de vaccins contre Ebola pourraient débuter dans les prochaines semaines en Ouganda, où le virus sévit toujours. C'est ce qu'a déclaré mercredi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé. Depuis 3 semaines, on compte déjà une vingtaine de morts dans le pays. On fait le point avec Valentine Exantus. Nous avons perdu plus de 19 personnes. Après le décès confirmé par Kampala de plus de 19 personnes, dont 4 professionnels de santé, suite à l'épidémie d'Ebola dans le pays, l'Organisation mondiale de la santé, préoccupée par la propagation du virus, a annoncé mercredi que des essais cliniques de vaccins contre l'Ebola pourraient débuter dans les prochaines semaines. Une annonce qui intervient alors que la ministre ougandaise de la Santé appelle à faire front commun pour contrer l'épidémie. J'espère sincèrement qu'en travaillant ensemble, nous pourrons trouver des solutions pratiques pour mieux protéger nos communautés et réduire tout risque de propagation transfrontalière de ce virus, dans l'esprit des solutions africaines aux problèmes africains. La souche soudanaise du virus qui sévit en Ouganda
n'est pas compatible avec les vaccins qui ont permis de contrôler l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Selon le directeur de l'OMS, les essais cliniques des 2 vaccins en stade de développement débuteront en fonction des autorisations réglementaires et éthiques du gouvernement ougandais. Un gouvernement qui cherche principalement à impliquer sa communauté face à cette épidémie. L'engagement de la communauté est très important pour le contrôle des épidémies. Les épidémies commencent et se terminent dans les communautés. Lorsque les communautés sont engagées et formées à la préparation et à la réponse aux épidémies, elles peuvent trouver et arrêter les épidémies, ce qui permet de sauver des vies, de restaurer les services et de renforcer la résilience. Mercredi, dans un discours télévisé à la nation, Yoweri Museveni, le président ougandais, a ordonné aux responsables de la sécurité d'arrêter toutes les personnes soupçonnées d'avoir contracté la fièvre hémorragique si elles refusent de s'isoler. En Éthiopie, 6 pays occidentaux demandent l'arrêt de la guerre et des pourparlers. Parmi eux, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ils sont 6 donc à avoir signé un communiqué commun sur la guerre en Éthiopie ce mercredi. Ils disent leur profonde inquiétude par l'escalade du conflit et de la crise humanitaire dans le pays. Ils appellent à l'arrêt des combats et à un dialogue politique alors que la perspective de pourparlers de paix annoncée la semaine dernière est encore très incertaine. L'Éthiopie n'a pour l'heure pas encore réagi. Place maintenant au reste de l'actualité internationale, commentée aujourd'hui par Noël Ndong et Marie-Gaëlle Serron. Suite de l'affaire des 4 décès survenus au service du centre hospitalier universitaire de Cotonou vendredi. Première réaction du gouvernement après le Conseil des ministres, 4 personnes ont été placées en garde à vue depuis lundi. Le président Patrice Talon a dépêché une délégation auprès des familles des victimes pour présenter les condoléances de la nation. Émotion, incompréhension, révolte et colère perceptibles, les parents des victimes ont pointé du doigt une coupure d'électricité avant le décès des patients. Pour Wilfried Rungweji, porte-parole du gouvernement, on ne pourrait imputer ce qui est arrivé à une coupure d'électricité. Pour lui, il s'agit probablement d'un dysfonctionnement. Il a promis que toute la lumière sera faite sur ce qui s'est passé. Pneus incendiés et jets de pierre, environ 500 personnes ont manifesté mercredi à Zarzis, dans le sud-est de la Tunisie, pour pousser les autorités à rechercher des migrants disparus en mer. Il y a 2 semaines, une embarcation de fortune partie de Zarzis avec à son bord 18 migrants a disparu. 8 corps, dont plusieurs Tunisiens, ont été retrouvés lundi par des marins. Les familles des disparus réclament l'intensification des recherches et dénoncent l'inhumation par erreur de 3 Tunisiens dans un cimetière habituellement réservé à l'inhumation des migrants subsahariens. Les autorités ont annoncé l'exhumation de 4 corps afin d'effectuer des analyses d'ADN. Pour sa part, la Ligue tunisienne des droits de l'homme a exigé une enquête. Au Malawi, avec l'arrivée de pluie et pour tenter de contenir une épidémie qui a déjà tué 128 personnes et qui pourrait s'aggraver, les autorités du pays demandent aux Nations Unies davantage de vaccins contre le choléra. Depuis mars, ce pays d'Afrique australe a enregistré près de 4500 cas. La fourniture de doses supplémentaires va permettre aux autorités sanitaires du pays d'affecter une quantité suffisante de vaccins au centre et au nord du pays où la maladie s'est propagée. L'épidémie touche désormais 24 des 28 districts du Malawi. Fin septembre, l'Organisation mondiale de la santé a averti qu'elle observait une recrudescence inquiétante du choléra dans le monde, une recrudescence attribuée aux effets du changement climatique après des années de déclin de la maladie. Place à l'actualité en France maintenant, où la grève est reconduite chez Total Energy pour l'ensemble des sites en mouvement. 2 semaines après le début du mouvement, les grèves sont reconduites donc dans les raffineries Total et ExxonMobil. Les automobilistes rencontrent toujours des difficultés pour faire le plein d'essence et de gazole. Elisabeth Borne, la première ministre, a lancé des procédures de réquisition. La première concerne la raffinerie ExxonMobil de Gravenchon en Normandie, qui a malgré tout reconduit la grève. Total va échanger avec la CGT dans les prochains jours.
Depuis jeudi dernier, ils disent que tout va être normal. Moi, je laisse les paroles du président au président. Je lui dis, on ne fait pas de politique. Après, vous verrez par vous-même dans les stations-service. Je ne pense pas que le dépôt d'Exxon va alimenter toute la France. Clairement, il y a quand même encore toutes les raffineries qui sont en grève. Là, on ne produit pas. Donc, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont des stocks secrets. On ne sait rien. Dans ce contexte de crise, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a répété mercredi que les Français verraient une amélioration très sensible dans les prochains jours des réserves de carburant dans les stations-service, grâce notamment aux réquisitions de grévistes. Il a aussi annoncé que d'autres réquisitions n'étaient pas à exclure sur le site de dépôt de carburant de Flandre, par exemple, près de Dunkerque. Alors la question, c'est que va changer la réquisition? Élément de réponse tout de suite avec Mathieu Nicolas. S'achemine-t-on vers la fin de la pénurie de carburant en France? Après l'avoir annoncé mardi, le gouvernement a mis sa menace à exécution et lancé une première vague de réquisitions dans plusieurs sites du groupe Esso. Objectif, débloquer un maximum de dépôts de carburant. L'exécutif veut au plus vite un retour à la normale. Nous restons extrêmement vigilants. Si la situation devait se débloquer d'elle-même, évidemment, nous en serions satisfaits pleinement. Mais si d'aventure les blocages devaient persister, nous n'excluons pas, comme nous l'avons dit, de recourir dans les mêmes conditions que pour Port-Jérôme à des réquisitions et donc à un déblocage rapide. Ces réquisitions sont lancées par les préfets des départements concernés. Elles ne concernent que le personnel strictement nécessaire au redémarrage de l'activité sur le dépôt. L'exécutif emploie les grands moyens, mais il faudra s'armer de patience. Le retour à la normale devrait prendre plusieurs jours selon le gouvernement. À la raffinerie de Fos-sur-Mer, toujours pas de signe de réquisition. Cette réquisition n'est pas là. Donc pour l'instant, on est en protocole avec la direction. Il y a 0 chargement. Vous pouvez constater que tous les portails sont fermés. Et puis à partir de là, on attend. Il est hors de question qu'on alimente tout le monde, même si on sait qu'on les embête et on est les premiers touchés. Mais ceci dit, on va respecter la loi et on va faire en sorte qu'on puisse essayer de retourner à la table. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de retourner à la table. Pour l'instant, Total Energy n'est pas menacé par la démarche de l'exécutif, mais le gouvernement n'exclut pas d'autres interventions dans les sites si le mouvement de grève continuait à bloquer l'approvisionnement en carburant. Ce mercredi, la direction du groupe Total reçoit dans l'après-midi une délégation de la CGT sur la situation du raffinage en France et la levée des blocages. C'est la première réunion depuis le début de la crise. Et j'ajoute que la première réquisition de raffinerie doit avoir lieu aujourd'hui à 14h à Dunkerque et elle concerne seulement des membres du personnel. Guerre en Ukraine, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné mercredi avec une majorité écrasante les annexions illégales de territoires ukrainiens et envoyé, selon le président américain Joe Biden, un message clair à Moscou. On écoute l'ambassadeur de France auprès de l'ONU. L'acquisition de territoires par la force devrait être un sujet de préoccupation pour chaque État membre de cette Assemblée. En envahissant son voisin, la Russie a décidé d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe peut se passer demain ailleurs, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Au sud-ouest du Niger, près de Gaïa, à la frontière avec le Bénin, l'oléoduc transfrontalier du continent, qui est long de près de 2000 km, commence à prendre forme. L'oléoduc reliera les puits de pétrole du gisement d'Agadem à l'extrême est du Niger, au port béninois de Sémé. Les détails de ce chantier pharaonique avec Mathieu Nicolas. Un enchevêtrement de tuyaux qui s'étend sur des kilomètres et un jour, ceci deviendra le plus grand oléoduc d'Afrique. À Gaïa, dans le sud-ouest du Niger, non loin du Bénin voisin, un pipeline long de près de 2000 km est en pleine construction. L'oléoduc doit relier les puits pétroliers du gisement de l'Agadem jusqu'au port béninois de Sémé, d'où sera évacué pour la première fois du pétrole nigérien. Comme vous le savez, nous produisons aujourd'hui 20 000 barils par jour, depuis 2011 d'ailleurs, qui sont entièrement raffinés au niveau de la Soraz.
À partir de l'année prochaine, une fois que ces pipelines seront mis en service, c'est 90 000 barils qui vont être mis sur le marché international, ce qui portera notre production journalière à 110 000 barils par jour. Et les perspectives que nous avons sur d'autres champs qui sont en exploration nous font croire que d'ici 3 à 4 ans, cette production peut aller au-delà de 110 000 barils par jour. Producteur depuis 2011, le Niger avait initialement prévu d'évacuer son pétrole par le port camerounais de Kribi via le Tchad voisin, avant d'opter pour le corridor béninois. Lancé en 2019, le chantier était censé s'achever en 2022, mais comme bon nombre de projets à grande échelle, la pandémie de Covid-19 l'a ralenti. En termes de taux de réalisation, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les taux de réalisation global sur le long des trajets, y compris au Niger et au Bénin, nous sommes à un taux de plus de 51%. Donc, selon le programme actuel, nous comptons finir la phase mécanique au plus tard en août 2023. Et après les différents tests, finir un peu, exporter les premiers bruts nigériens d'ici la fin de l'année, au dernier trimestre 2023. Plus gros investissement du Niger depuis son indépendance, le projet sera la source de grosses retombées économiques pour le pays. Non seulement par sa production d'or noir, mais aussi par la création d'emplois qu'il entraînera. Achevé, l'oléoduc permettra une production gigantesque. Le pétrole représentera le quart du PIB du Niger, soit plus de 13,6 milliards de dollars et à peu près 50% des recettes fiscales du Niger. Et on termine cette édition avec du football et des nouvelles de l'aventure marseillaise en Ligue des Champions qui risque de se prolonger. Hier soir, l'Olympique de Marseille a de nouveau battu les Portugais du Sporting sur le score de 2-0 grâce à un penalty transformé par un Matteo Guendouzi et un but d'Alexis Sanchez. Il y a un mois, l'OM a cumulé les défaites. Et aujourd'hui, ils sont deuxièmes de la poule D et sont en bonne position pour la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci encore de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Sud. Quant à moi, je vous retrouve dès ce soir pour de nouvelles informations.